d'abord souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue et un agréable séjour ici à Bamako à la délégation du Conseil de sécurité qui nous fait l'honneur de nous rendre visite dans le cadre des consultations périodiques entre les Nations Unies et le gouvernement du Mali, et ce depuis l'établissement de la MINUSMA en 2013. Cette visite, mesdames et messieurs, la 5e du genre, atteste de l'engagement des Nations Unies aux côtés de la République du Mali et de la région du Sahel qui font face à des défis aussi nombreux et complexes. Je voudrais à ce stade de mon propos, mesdames et messieurs, rendre un hommage mérité aux femmes et aux hommes de la MINUSMA. Vous dire notre haute appréciation du travail du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA et de son équipe, et m'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliennes comme étrangères, a été installé dans un contexte où la situation sécuritaire, la crispation politique, les grognes sociales et les difficultés économiques et financières faisaient peser de graves hypothèques sur la stabilité de notre pays et sur la cohésion nationale. De toutes ces menaces, il va sans dire que celles liées à la sécurité constituaient et continuent de constituer encore le plus grand péril pour les fondements de notre État et pour l'existence même de notre nation. C'est pourquoi, dans le plan d'action du gouvernement que j'ai présenté au Conseil national de transition, qu'il a approuvé le 2 août 2021, la sécurité occupe naturellement l'ordre des priorités le plus élevé. Bâti sur 4 axes, le plan d'action du gouvernement, qui est notre bréviaire, repose dans sa structure sur 3 piliers, que sont le pilier sécuritaire correspondant à l'axe 1, le pilier politique correspondant aux axes 2 et 3, et enfin le pilier social qui se rapporte à l'axe 4. Ces différents piliers, interliés et interdépendants, résument cumulativement 3 besoins vitaux pour notre peuple, indispensables à la survie du pays, à la cohésion de notre nation, à la paix et à la réconciliation, à la viabilité et à la vitalité de sa démocratie et à la stabilité des institutions constitutionnelles. Il s'agit en premier lieu du besoin de sécurité dont la finalité est de permettre à l'État d'exercer pleinement ses prérogatives de puissance publique sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit en deuxième lieu du besoin de justice afin de lutter contre l'impunité et la corruption, deux phénomènes à la base du délitement et de la faillite de l'État malien. Il s'agit enfin du besoin de réforme, voire de refondation. En effet, les réformes politiques et institutionnelles et la refondation de notre État sont à la fois une quête vieille de plus de 20 ans et une aspiration profonde de notre peuple. Aspiration à la base de l'insurrection populaire ayant conduit au changement de régime le 18 août 2020. La transition politique en cours est le fruit de cette aspiration populaire. Elle n'aura de sens in fine, au-delà des questions électorales, que si elle s'attaque de front aux insuffisances politiques et institutionnelles révélées par la pratique démocratique des 30 dernières années. Pratique marquée par des déficiences graves à la base de la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions publiques, des ruptures politiques violentes et de l'instabilité chronique. Je me permets toujours de rappeler à chacune de mes rencontres avec les acteurs et partenaires internationaux du Mali l'exhortation faite à notre pays, déjà en 2018,
par la CEDEAO sur ce sujet, qui est une exhortation marquée du sceau du bon sens et du réalisme, mais qui est toujours restée lettre morte. En effet, à l'issue d'une mission d'information conduite dans notre pays en octobre 2018 par le président du Conseil des ministres de la CEDEAO, d'alors le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, en vue du règlement pacifique de la grave crise politique consécutive à l'élection présidentielle contestée de 2018, la CEDEAO avait, dans son communiqué en date du 19 octobre 2018, exhorté les acteurs maliens à entreprendre les réformes appropriées en ces termes. Je cite in extenso: prenant acte de la prolongation de la législature actuelle, selon l'avis de la Cour constitutionnelle et au regard des dysfonctionnements largement reconnus et évoqués par tous les interlocuteurs lors du scrutin présidentiel passé, il est impératif que le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques conviennent de manière consensuelle d'entreprendre des réformes courageuses des cadres légaux, y compris la Constitution de février 1992 et du système électoral, avant d'engager les prochaines échéances électorales que compte mener le pays. Fin de citation. Cette exhortation, je l'ai rappelée, date d'octobre 2018. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je fais volontiers ce rappel pour montrer que la crise politique au Mali, née des élections de mars-avril 2020 et qui a abouti au changement de régime, avait deux dénominateurs communs. Le premier dénominateur est la dimension sécuritaire. La sécurité est la colonne vertébrale de l'État, sans laquelle la puissance publique n'est pas légitime et la démocratie ne saurait être viable. Une des illustrations du déficit de sécurité a été, mesdames et messieurs, l'enlèvement le 25 mars 2020 de l'ancien chef de file de l'opposition politique, Feu Smaïla Cissé, paix à son âme, alors en campagne électorale dans sa circonscription de Niafunké pour les élections législatives de 2020. Il fut retenu en captivité pendant plusieurs mois par les groupes terroristes avant d'être libéré. Ce douloureux épisode met en lumière le lien indissociable entre sécurité, démocratie et droits de l'homme. Comment en effet battre campagne dans des contrées affectées par l'insécurité, assurer la pleine participation des citoyens terrorisés dans le débat politique et garantir le libre exercice de leur suffrage sans le préalable de la sécurité. Le second dénominateur de la crise politique de 2020 est l'inadaptation du cadre juridique et institutionnel régissant la gouvernance électorale dans notre pays. Faute d'avoir rénové le cadre pour l'adapter aux évolutions de notre société et aux standards communément admis dans les démocraties, le Mali a basculé d'abord en 2018, puis en 2020, dans une crise politique post-électorale dont tout le monde mesure aujourd'hui l'ampleur et les conséquences. C'est la raison pour laquelle les choix politiques et courageux et avisés sont en cours, qu'il s'agisse de l'autorité indépendante de gestion des élections ou des assises nationales de la refondation, au terme desquelles les Maliens, à travers toutes les composantes de notre société, vont renouveler leur vision de l'État et redéfinir leur rapport vis-à-vis de la gestion des affaires publiques. Le panel des hautes personnalités chargé de piloter les assises nationales de la refondation a d'ores et déjà été institué et nommé par le président de la transition et sera officiellement installé la semaine prochaine, dès mardi. Des efforts vigoureux sont en cours pour améliorer la sécurité et la stabilité. Ces efforts incluent la poursuite de l'action militaire, la mise en œuvre d'actions politiques, de gouvernance et de développement, portant sur la stabilisation du centre et la poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Sur ce point, le dernier comité de suivi de l'accord atteste des progrès accomplis par les acteurs, à savoir
le gouvernement, les mouvements signataires de l'accord et ceux de l'inclusivité, désormais réunis au sein du cadre intermalien pour la mise en œuvre de l'accord. Pour rendre irréversibles les progrès en cours, le volet défense et sécurité de l'accord, en particulier le programme DDR, a amorcé une nouvelle phase de mise en œuvre. Nous appelons de notre vœu à un changement de paradigme, mesdames et messieurs, en matière de sécurité, pour améliorer la situation très préoccupante sur le terrain. Ce changement de paradigme interpelle aussi nos partenaires, parmi lesquels la MINUSMA, dont la posture et le mandat doivent tenir compte de l'évolution de son environnement. Mesdames et messieurs, le Mali ne remerciera jamais assez la communauté internationale pour son assistance précieuse et sa solidarité agissante. Le gouvernement est déterminé à relever les défis pour répondre à la profonde aspiration au changement de notre peuple et pour mériter la confiance des amis qui ont accouru au chevet de notre pays. Nous exhortons le Conseil de sécurité ainsi que tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à apporter leur soutien à la réussite de la transition et continuer à avoir une lecture réaliste et lucide des défis complexes auxquels le Mali est confronté. Je me tiens à votre disposition pour discuter de manière substantielle de tous les sujets et d'autres questions qui vous tiennent à cœur. Les membres du gouvernement ici présents seront par moments invités à apporter également des éléments d'éclairage ou des réponses. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais rappeler et saluer la journée du 24 octobre. Je crois que c'est un heureux hasard de circonstances qui fait que c'est pendant cette journée, qui est la journée des Nations Unies, que vous vous trouvez sur notre territoire. Je pense que c'est un mauvais signe. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Et je vous donne à présent, mesdames et messieurs, la parole pour recueillir vos observations liminaires dans le cadre d'un échange interactif. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Rappelez, on a tellement eu des pressions ici, des mauvais signes depuis plusieurs années, que même les bons jours, pour les avoir, on pense d'abord aux mauvais signes. Alors je voudrais donc corriger ce lapsus, étant entendu que pour nous c'est un bon signe que vous soyez aujourd'hui avec nous. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette mission, et celle que nous comptons entreprendre avec la CEDEAO, à l'issue des assises nationales, il y aura un véritable tournant positif cette fois-ci dans nos relations avec nos partenaires, mais aussi pour ramener de façon définitive la paix et la sécurité dans notre pays. Je vous remercie encore de votre aimable attention. Ce dont je voulais vous assurer, et assurer toute la communauté internationale, c'est que le gouvernement de transition, comme je l'ai dit, tire sa légitimité essentiellement de la demande du peuple, fondée sur les axes sécuritaires, de réforme, de refondation, de lutte contre la corruption et l'impunité. Ces réformes, le gouvernement n'a d'autre agenda que leur mise en œuvre. Et ce que nous souhaitons, c'est que la communauté internationale nous accompagne, nous soutient pour rétablir la sécurité au Mali, pour permettre de faire les réformes nécessaires, pour refonder l'État conformément aux souhaits des Maliens qui seront tous réunis au sein des assises nationales de la refondation, afin que nous puissions nous projeter dans l'avenir. Et l'équipe actuelle est animée, comme je l'ai dit dès le départ, d'une volonté inébranlable de redonner confiance aux Maliens, redonner confiance au peuple malien,
de poser les jalons d'un nouvel État. Il est animé d'une véritable vision stratégique, d'une maturité stratégique pour permettre à notre pays de sortir de la situation actuelle. Pour que demain nous puissions nous retrouver avec vous, remercier la communauté internationale, remercier le Conseil de sécurité de l'ONU, remercier tous les pays qui sont venus au chevet du Mali lorsqu'ils se trouvaient dans les difficultés. Et je termine par cette phrase que je dis souvent. On dit chez nous que les amis sont comme les étoiles. C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où on a besoin de voir nos amis. Et je crois que les questions que vous avez posées montrent clairement que la communauté internationale, d'une façon générale, est disposée à accompagner notre peuple. Je voudrais terminer par une sollicitation à l'endroit d'un certain nombre de pays amis. Aujourd'hui, beaucoup de signaux d'alerte nous parviennent qu'à cause d'une certaine incompréhension, souvent il y a des démarches tendant à un peu mettre le bâton dans les roues du gouvernement au niveau d'un certain nombre d'institutions, notamment financières et de développement. Nous voulons lancer un appel à tous les amis pour dire que ce n'est pas productif aujourd'hui. Nous comptons vraiment sur le soutien de tout le monde. Nous vous remercions. Je pense que vous aurez le clou des informations auprès du président de la transition qui vous attend tout de suite. Je vous remercie. La séance est levée. Bonjour. Vous venez de terminer tout à l'heure avec une délégation onusienne. Alors, les échanges pour tous. Les échanges avec la délégation du Conseil de sécurité ont porté essentiellement sur la compréhension de la complexité de la situation politique et socio-politique et sécuritaire dans notre pays. Le gouvernement s'est attaché à contextualiser la crise, à expliquer les origines du changement intervenu le 18 août 2020 et le processus de rectification intervenu le 24 mai 2021. Nous avons expliqué à la délégation onusienne que les changements en République du Mali ne résultent pas d'une volonté de l'armée de prendre le pouvoir. Ce changement résulte de la volonté du peuple qui s'est soulevé des mois durant en laissant sur le terrain des morts et des blessés. C'est cette lutte-là qui a abouti au changement de régime. L'aile patriotique de l'armée a parachevé cette lutte et aujourd'hui la légitimité du gouvernement de transition réside essentiellement dans la mise en œuvre des revendications que le peuple portait pendant l'insurrection. Ces revendications, c'est quoi? C'est la lutte contre l'impunité et la corruption qui sont à la base de l'effritement, de la déliquescence et de la faillite de l'État malien. Deuxième revendication, on a rappelé que le soulèvement est parti de la manipulation des résultats des élections législatives. Et donc le peuple dit qu'il ne veut plus d'élections truquées. Nous avons donc décidé de mettre en place, conformément à cette revendication du peuple, un organe unique, indépendant, chargé des élections, pour minimiser les risques de contestation post-électorale. La troisième revendication du peuple, c'est la refondation de l'État. Une vaste réforme pour repositionner notre pays dans le XXIe siècle en posant de nouvelles bases. Et enfin, sinon prioritairement, la question de sécurité. Nous avons rappelé au Conseil de sécurité qu'en 2013, à l'intervention de l'administration et de la communauté internationale, nous avions une insécurité résiduelle qui était dans l'extrême nord. Aujourd'hui, l'insécurité et le terrorisme a occupé pratiquement les 60 à 80% du territoire. Donc, les forces patriotiques qui sont à la tête de l'État aujourd'hui n'ont d'autre agenda que celui du redressement du Mali, de faire les réformes nécessaires,
dans un contexte stabilisé et aller aux élections avant de mettre en place des institutions stables qui vont conduire le pays à partir des réformes qui ont été faites. Et je pense que la délégation du Conseil de sécurité a une oreille attentive. Elle a bien écouté et les échanges que j'ai eus après cette séance indiquent clairement que notre message a passé. Maintenant, ce que nous avons dit aussi concernant le calendrier de la transition, c'est que les élections ne sont pas une fin en soi. Aujourd'hui, aucun acteur majeur ne peut aller faire campagne en dehors des capitales régionales. Nous travaillons donc à créer un minimum de conditions de sécurité pour avoir une large frange de la population, y compris les réfugiés qui doivent revenir au pays pour aller aux élections. Deuxièmement, ces élections doivent se tenir sur la base des conclusions des assises nationales de la refondation. Nous reviendrons donc vers la communauté internationale avec un agenda précis, argumenté, documenté, pour dire combien la transition doit durer. Est-ce que c'est quelques semaines, c'est quelques mois, après le 18 février 2027. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, il est acté que les assises doivent se tenir, il est acté qu'on doit mettre en place un organe unique indépendant, il est acté qu'il faut faire les réformes nécessaires, il est acté qu'il faut travailler à améliorer la sécurité des personnes et des biens avant d'aller aux élections. Des questions ont été posées aussi sur cette campagne médiatique contre notre pays relative à ce qu'on appelle l'affaire Wagner. Nous avons été très clairs. Nous sommes un État souverain. La sécurité des citoyens d'un pays, c'est le principal élément de légitimation d'un pouvoir. Et donc notre objectif, c'est de nous donner les moyens de sécuriser notre population auprès des partenaires de plusieurs, parmi lesquels la Fédération de Russie, avec lesquels le Mali a toujours eu depuis les années 60 des cadres de coopération assez fructueux. Plus de 80% des militaires maliens ont eu des formations en Russie, en ex-Union soviétique puis en Russie. Plus de 80% du matériel que nous utilisons a été payé en Russie. Et aujourd'hui, lorsque nous ne pouvons pas acquérir des armements ailleurs, parce que soit ceux qui sont chargés d'acheter ces armements ont détourné l'argent, soit parce qu'on nous bloque suivant divers artifices, eh bien nous nous tournons vers tous les partenaires qui peuvent nous aider. Pas seulement la Russie, nous avons été très clairs. Tous les pays qui sont dans de bonnes dispositions à coopérer avec le Mali sont les bienvenus. Donc nous avons mis fin à ce débat qui est un débat qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, la sécurité des Maliens prime toute considération. Le reste, ce n'est que procès d'intention.